Bonjour, merci Sylvain et David, que je ne connais pas, pour cette invitation. Merci à vous toutes et tous d'être là. Hum, c'est une drôle d'histoire que je vais vous raconter. Ça a démarré en novembre 2020 par un pas de côté que j'ai décidé de faire à un moment où mon université, dans son immense mensuétude, m'a donné ce qui s'appelle un CRCT, un congé pour reconversion thématique ou un truc comme ça, qui est en pratique une espèce de moment sabbatique où on a 2 fois moins d'enseignement et le temps de faire ce qu'on veut. J'avais prévu de passer 4 mois en Californie. C'était en 2020. Le colloque auquel je voulais participer était derrière un ordinateur. De toute façon, même si on habitait en Californie, ça perdait un tout petit peu de son charme. Et donc je suis resté chez moi, si j'ose dire. Et je me suis demandé à un moment, après avoir fini tout ce que j'avais à faire, et ça m'a pris septembre et octobre, me dire maintenant qu'est-ce que je fais. Et je me suis dit, je vais faire autre chose, quelque chose qui me change les idées. Normalement, en théorie, je fais de la théorie des nombres, de la géométrie algébrique, des sujets comme ça. Et j'ai eu envie de faire un peu d'informatique et de théorie des groupes. Et on se demande bien pourquoi. Et ça aurait pu durer 2 mois, les 2 mois qui me restaient. Et ça m'a occupé 2-3 ans. Et c'est ce bout d'histoire que je vais vous raconter. Alors je ne peux pas vous montrer à quoi sert l'ordinateur, il y a le mot informatique. Le but du jeu initialement, c'était de participer à un mouvement de formalisation de preuves par ordinateur. Donc je vais vous parler de ça sans vous montrer à quoi ça ressemble. À peu près depuis que les ordinateurs existent, vers 1960. Ah, je vais bouger, hein, oui. Ok, ah oui. Donc depuis que les ordinateurs existent, à peu près, des mathématiciens, malheureusement le masculin est plutôt générique là, et enfin pas que générique, se sont posé la question de comment utiliser ces ordinateurs pour leur faire vérifier des théorèmes, voire pour leur en faire démontrer automatiquement. Le premier exemple connu, c'est un mathématicien néerlandais, Nicolas de Bruijn, vers 1970, avec un logiciel qui s'appelait Automath, donc, avec un joli jeu de mots. Et puis, les matheux, les informaticiens se sont occupés de cette question dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, on dispose d'une bonne quantité de logiciels dans lesquels on peut écrire du code qui permet d'énoncer des théorèmes de maths, d'écrire des démonstrations, et essentiellement le logiciel compile l'ensemble, et si la compilation se passe bien, ce qui arrive de temps en temps, ça veut dire que le code qui est donné garantit que le théorème en question est juste, et que le code est une démonstration du théorème en question. Il y a plusieurs systèmes qui font ça. Ils ont des noms aussi bizarres que Mizar, Isabelle, Coq, qui maintenant va s'appeler Rock. Et puis le dernier, peut-être l'un des derniers en date s'appelle Lean, L-E-A-N. Et ces logiciels ont tous des intérêts. Il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que... Ah oui, je bouge, hein, je suis désolé. T'as pas de travelling? Il repose à la base sur une façon de coder les structures mathématiques et sur certaines hypothèses de fondement mathématiques. Donc certains, comme Mizar, reposent sur la théorie des ensembles, et donc sur le langage de la théorie des ensembles, celui que vous avez l'habitude d'employer. Celui que j'utilise, qui est Lean, repose plutôt sur la théorie des types, qui est une façon... j'allais dire plutôt plus intelligente, mais c'est pas si clair que ça non plus, de formaliser les choses, mais qui ont le bon goût que les objets ne peuvent pas être mélangés les uns les autres. Si vous avez un ensemble, vous êtes obligé de savoir de quelle nature sont ces éléments. Si vous voulez faire un ensemble qui contient des choux et des carottes, il faut que vous ayez quelque chose qui puisse être à la fois des choux et des carottes. Alors vous pouvez définir légumes comme étant ou bien des choux ou bien des carottes. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir un ensemble de légumes, mais vous ne pourrez pas avoir un ensemble de trucs où les choses ne sont pas... Et ça, c'est raisonnable, parce que en pratique, si je vous demande est-ce que pi est une surface minimale, ou est-ce que logarithme est un groupe fini,
c'est des questions qui font sens. Enfin, font sens, non, elles font aucun sens. Mais la théorie des ensembles, telle qu'on prétend qu'elle sert à exprimer les maths, permet d'écrire ça. Et votre habitude mathématique vous refuse de regarder cette question. Elle vous fait sourire, ce qui est bon signe. Et donc la théorie des types ne permet pas d'écrire ça. Donc c'est un intérêt. L'autre intérêt de la théorie des types pour certaines choses, c'est qu'elle a été... C'est un point de vue qui plaît beaucoup aux informaticiens pour d'autres raisons. Et les informaticiens, vraiment ceux qui en apparence n'ont rien à voir avec les choses qu'on fait, se posent des questions très proches de vérification de preuves. Ils ont des programmes du genre le truc qui pilote un Airbus ou le truc qui vérifie qu'une centrale nucléaire n'explose pas, etc. Et c'est où on pourrait dire aussi le code de Windows de 2000, mais là, ça ne marche pas. Et on pourrait vouloir que le programme qui annonce qu'il fait quelque chose fait effectivement ce qu'il fait et ne plante pas, ne rentre pas dans une boucle infinie, etc. Si vous avez déjà utilisé Windows 2000, vous voyez que ça ne se passe pas. Et donc, certifier qu'un programme fait ce qu'il fait, ça c'est quelque chose que les informaticiens ont compris. C'est essentiellement la même chose que certifier qu'un théorème est vrai, quoi. Donc, ce qui fait qu'il y a un mouvement de la vérification des preuves qui vient de l'informatique et que l'avis des informaticiens est très important. Et il y a deux autres points sur lesquels les informaticiens sont très utiles aux mathématiciens. C'est qu'ils ne se préoccupent pas seulement de savoir si les choses sont justes ou fausses, ils s'intéressent beaucoup à savoir si on peut les calculer vite. Et quand vous avez un ordinateur, la différence entre la réponse, vous l'avez quand vous avez 3 secondes après avoir appuyé sur Return, ou vous l'avez le lendemain matin, ou 3 jours après, ça fait une différence. Donc ça, c'est un point. Et l'autre, c'est qu'ils ont l'habitude des énormes programmes, avec des millions de lignes, et rapidement, si on se met à écrire toutes les maths, ou toutes les matins, on arrive à des millions de lignes, et les informaticiens savent gérer cette infrastructure-là. Nous, on apprend. On est moins à l'aise. Voilà. Donc, j'aurais voulu vous montrer ça, mais typiquement, lorsqu'on veut, dans le système que j'utilise, lorsqu'on veut démontrer un théorème, en fait, on écrit une fonction au sens même au sens mathématique. Cette fonction, elle prend des choses en argument, du style, j'allais dire un ensemble, mais là, elle prend plutôt un type, et puis elle prend la donnée que ce type est un groupe, ce qui veut dire la loi, et puis la preuve que la loi est bien associative, qu'il y a un élément neutre, tout le bazar. Et puis, elle vous prend éventuellement d'autres hypothèses, et puis elle vous répond un prédicat ou quelque chose comme ça. Donc, et donc, le but du jeu, c'était de démontrer un théorème dans ce genre de système. Je voulais profiter des 2 mois que j'avais pour faire ça. Là, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on regarde ce que sait faire la communauté de preuves, il y a 2 types de théorèmes. Il y a des théorèmes vraiment pas drôles. C'est ceux qu'on apprend aux étudiants la première année, du genre on va vérifier que l'addition est associative. Et ça, c'est marrant 3 minutes, mais à peine. Et puis il y a des théorèmes vraiment difficiles. Donc les théorèmes vraiment difficiles, vous en avez peut-être entendu parler quand ils sont sortis, encore vous êtes pour une grande partie heureuse de la salle, un tout petit peu trop jeune. Mais vers 2000 à peu près, Georges Gontier et son équipe avec Koch ont démontré, on fait démontrer à l'ordinateur le théorème des 4 couleurs, c'est-à-dire le théorème que si vous prenez une carte, je ne vais pas dessiner parce que je ne sais pas dessiner, mais si vous dessinez un graphe sur le tableau avec des pays, et ben vous pouvez colorier ces pays en au plus 4 couleurs, rouge, vert, bleu et jaune, disons, et de sorte que 2 pays contigus soient coloriés avec des couleurs différentes. Et ça, c'était une vieille question héritée du 19e siècle. On savait que c'était vrai pour 5, il y avait une preuve pour 4, mais il a fallu 50 ans pour se rendre compte qu'elle était fausse. Enfin, c'est compliqué. Et puis, la première preuve de ce théorème des 4 couleurs, c'est 1976, une preuve très satisfaisante parce qu'elle a l'air juste, et très insatisfaisante parce qu'au milieu, il y a des tonnes de vérifications faites à l'ordinateur, avec des programmes qui produisent des exemples de cartes, et puis qui résolvent les cartes, et puis un théorème qui dit que si on a bien traité toutes ces cartes, eh bien le théorème est vrai, ou tous ces modèles de cartes, et puis éventuellement, la production du système de cartes lui-même, il est fait par un programme.
Donc vous avez intérêt que le programme que vous avez fait, qui produit toutes les cartes du type qui doivent être vérifiées pour que le théorème entraîne ce que vous voulez, vous avez intérêt que ce programme soit juste. Sinon. Donc c'est un théorème, c'est partiellement assez insatisfaisant encore. Ça c'est donc 76 pour le théorème concret, puis une réécriture, puis 2000, comme ça. Et vers 2014, Georges Gontier a frappé un... Ah non, on pourrait dire autre chose. En 2000, il y a un autre théorème qui a été démontré, aussi très important, c'était la résolution de ce qui s'appelle la conjecture de Kepler. C'est le théorème de tous les maraîchers qui disent que la façon la plus efficace d'empiler des oranges, c'est de les mettre essentiellement en triangle, bien collés, et puis dans chaque trou entre triangle d'orange, vous mettez une autre orange. Et si vous faites ça sur un deuxième niveau, ça vous refait quelque chose qui a la même tête que le premier étage, mais le deuxième étage il est un peu décalé, puis vous remettez un troisième étage dessus. Ça fait des très belles pyramides quand les maraîchers sont ordonnés. Sinon, et si les oranges sont régulières aussi, mais la normalisation de l'agriculture industrielle fait que les oranges ont toutes la même taille. Voilà, sur Kepler, le modèle était moins sympa, c'était des boulets de canon. Mais c'est comme ça. Et donc Kepler avait conjecturé que la meilleure façon d'empiler des boules, c'était de les faire comme ça. Et le mathématicien qui a réussi à démontrer ça, le premier, c'est Thomas Hales, vers 2000, avec une preuve qui combine de la géométrie, puis beaucoup d'optimisation combinatoire, et puis des programmes qui garantissent certaines choses. Et à la fin, une preuve longue, compliquée, et où la légende dit que le rapporteur de l'article, Annals of Maths, prétendait être convaincu à 95%. Alors vous savez tous ce que c'est qu'un théorème juste ou faux, et personne ne sait très bien ce que c'est qu'un théorème juste à 95%. Mais c'est pas grave. Et la suite de l'histoire, c'est dommage de le dire devant une caméra, mais c'est que manifestement Hales a été assez mortifié de cette histoire. On sent dans la façon dont il le raconte lui-même une sorte de dépit sur le thème. J'ai bossé 10 ans, il pourrait bien bosser pour comprendre ma preuve, quoi. Et ce dépit se voit parce que Hales s'est lancé à ce moment-là dans un programme de vérification informatique de son théorème qui a mis à peu près 10 ans à voir le jour. Et désormais, il y a une vérification par l'ordinateur de ce théorème. Et comme dit lui-même Hales, je n'ai plus besoin du rapporteur. C'est là qu'on sent le dépit. Voilà. Donc deuxième exemple assez fabuleux de théorème démontré. Et puis malheureusement, pour ma mémoire, je dis que c'est un théorème de Hales, mais le théorème initial est démontré par Hales avec l'aide de Ferguson. Enfin, il y a les deux noms, et avec des contributions manifestement différentes, mais les deux noms, il faut les mettre. Et si le groupe de gens qui ont participé à la preuve informatique, là, il y a une armée de mathématiciens. Donc, je n'ai même pas essayé de retenir la liste. Donc il faut beaucoup de monde pour faire ça, il faut beaucoup de temps pour concevoir comment on va la faire la preuve, et puis après pour la faire, pour programmer tout ce qu'il faut. Le troisième grand théorème, là, il est plus abstrait que cette histoire d'empilement de sphères. C'est ce qu'on appelle le théorème de Fay-Thompson et que les informaticiens appellent le théorème de l'ordre impair, qui dit que si vous avez un groupe fini d'ordre impair, alors il est résoluble. Ce qui signifie quoi résoluble, c'est bien, c'est le bon endroit pour dire ce que c'est, puisque c'est une notion inventée par Galois dans son article sur la résolution par radicaux, c'est de là que vient le mot résoluble. Sauf que Galois ne disait pas que le groupe était résoluble. Il disait la chose suivante, dans sa lettre à Auguste Chevalier, il disait que si vous aviez un groupe G et un sous-groupe H, eh bien, il peut donner, le groupe H peut donner deux décompositions du groupe G. Et il donne la décomposition, donc H, ça va être un sous-groupe de G. La décomposition de G en classe à gauche, et puis la décomposition de G en classe à droite. Et l'une de ces classes, ce sont les H fois G, et l'autre, ce sont les G fois H. Et peut-être que c'est le contraire, mais mon père m'a toujours dit que j'étais mal latéralisé. Et de toute façon, dans le monde moderne, on ne sait plus très bien où est la gauche et où est la droite. Donc l'une des deux est ça. Et puis,
en plus, j'ai une bonne raison pour dire que c'est ça les classes à gauche et ça les classes à droite, parce que ça, c'est les orbites de l'action de H agissant à gauche, et ça, c'est les orbites de H agissant à droite. Et simplement, Bourbaki a prétendu que c'est le contraire. Parce qu'il veut que le groupe agisse à gauche sur les classes à gauche et à droite sur les classes à droite. Donc, on fait comme on veut. Ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, Galois dit qu'il y a deux décompositions, parce que tous ces ensembles forment une partition de G. Et il dit que la décomposition est propre quand ces deux décompositions sont égales. Et aujourd'hui, vous diriez que si ces deux coïncident, et aujourd'hui, ça veut dire que H est distingué. Bon, et distinguer dans G, parfois c'est défini par le fait que, si on regarde ce que ça veut dire que quel que soit G dans G, quel que soit G dans G, GH-G-1 égale H, ce qui, vous me l'accorderez, n'est pas extrêmement explicite. Enfin, ça marche comme définition, mais ce n'est pas une définition plus agréable. Celle que je préfère vraiment avoir, c'est dire qu'il y a une relation d'équivalence dans G, et en fait cette relation sera nécessairement unique, compatible avec la structure de groupe. Ce qui veut dire que si vous avez des trucs équivalents, leurs produits sont... Si vous avez G équivalent à G' et H équivalent à G', alors GH est équivalent à G''. Et tel que H soit la classe de E, de l'élément neutre. Et si c'est le cas, vous avez cette relation d'équivalence, il n'y en a qu'une seule. Donc les sous-groupes distingués, avec cette définition-là, ils arrivent naturellement avec une relation d'équivalence. Et quand vous avez un truc comme ça, une relation d'équivalence compatible avec la structure de groupe, c'est à peu près automatique de dire que le quotient G mod H, l'ensemble des classes d'équivalence, a une structure de groupe. C'est même exactement ce que veut dire le fait que si G est équivalent à G' et H est équivalent à G', alors GH est équivalent à GG'. Et donc c'est plus naturel, on arrive. Ce que permet de faire les sous-groupes distingués, c'est d'identifier tous les éléments de H entre eux, et de récupérer, puis de faire les identifications nécessaires pour que ça suive, et puis on récupère sur le quotient, sur G sur H, une structure de groupe. Et chez Galois, et dans ses décompositions propres, il y a celle où G sur H est d'ordre premier. G est un groupe fini chez Galois. G sur H est d'ordre premier. Dans ce cas-là, c'est un groupe cyclique à P éléments. Et il dit, si j'ai ça, puis qu'avec H, je peux recommencer, etc., et ben, il va dire que dans ce cas-là, l'équation d'où vient le groupe de Galois sera résolue par radicaux, sinon non. Point à la ligne. Je pense que l'énoncé du théorème, enfin de la définition de décomposition propre jusqu'à le critère de Galois, ça doit prendre 12 lignes à peu près. C'est d'une concision assez effrayante. Voilà. Et donc résoluble, c'est à peu près ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire qu'on peut découper le groupe en morceaux, mais si on veut, dans le théorème d'ordre impair, c'est ça, c'est exactement. Donc si on peut trouver comme ça une décomposition propre avec G sur H qui sera d'ordre premier impair, et puis on recommence avec H, etc. Alors le groupe sera dit résoluble. S'il est d'ordre impair, on peut trouver Donc ça, c'est le théorème de Feit-Thompson, et c'est un théorème, j'ai oublié la date, mais ça les années 60, qui est considéré comme un des passages importants dans ce qui s'appelle la classification des groupes finis simples. Et ce n'est pas un passage trivial, c'est-à-dire que ça fait, dans une version révisée de la preuve, c'est 2 petits livres de chacun 150-200 pages. 2 petits livres parce qu'ils utilisent des techniques différentes, donc ils ont coupé le volume en 2. Et voilà, donc c'est ça que Gontier et son équipe ont vérifié dans les années 2010. Donc c'était un cas où qui a eu un grand impact, à mon sens, sur
sur les collègues mathématiciens, et sur moi aussi, au sens où on avait, je vais dire pour une fois, sans jugement de valeur, on avait un théorème qui touche les mathématiciens de métier, les algébristes, et pour lesquels l'informatique ou les techniques informatiques permettent d'assurer la preuve du théorème, alors qu'on n'est pas beaucoup à avoir lu, et donc je ne suis pas dans ce groupe-là, à avoir lu cette preuve-là. Et puis, ce que je vous ai dit, c'est un petit bout, ce truc-là, de la classification des groupes finis simples. Parce que ce truc est une espèce d'hydre mathématique, la classification des groupes finis simples. C'est, vous prenez un G, donc un groupe fini. Vous supposez qu'il est simple, ce qui veut dire qu'il n'a pas de sous-groupe distingué qui soit différent de l'élément neutre et puis de G lui-même, et puis aussi que G et que G lui-même n'est pas égal au groupe trivial quand même. Et alors, G est dans une liste. Et alors cette liste, je ne vais pas vous la donner complètement, mais elle a et c'est important pour mon exposé ou pour ce qu'il en reste de vous dire ce qui s'y passe. G est du type suivant. Donc le premier cas des groupes simples, c'est que G est isomorphe à Z sur PZ, où P est premier. Le deuxième cas, et c'est celui qui va m'intéresser dans la fin de l'exposé, si j'y arrive, c'est que G est isomorphe au groupe alterné AN pour n plus grand que 5. Le troisième cas, c'est que G, là je vais être plus informel, vient de la géométrie. Donc, par exemple, il est dans une liste de groupes. Le premier, c'est un SLN de F pour F, un corps fini. Et puis, il faut que le cardinal de F soit au moins 4 si n égale 2. Et puis, il y a d'autres groupes qui sont liés aux formes quadratiques, aux formes alternées, etc. Que la géométrie permet de définir. Et puis le quatrième, c'est G, c'est tout ce qui reste. Et tout ce qui reste, c'est une liste de 26 groupes. Et des groupes complètement explicites, dont l'histoire est fabuleuse, parce que les premiers s'appellent M11 et M12 et ils ont été définis par Mathieu vers 1860. Et puis l'avant-dernier, c'est un groupe qui s'appelle J4, parce que donc ça c'est Mathieu. Ça c'est Janko et c'est 1974. Et il y a un groupe dont le dernier qui s'appelle M, qui est M pour monstre. Donc on attribue à Gris et Fischer, qui est dont la date, c'est compliqué de donner sa date de naissance, mais on va dire 1980 en gros. Mais c'est le genre de groupe où il y avait une échographie très très poussée plusieurs années avant. Donc c'est un groupe dont on savait plein de choses, y compris des choses compliquées comme ce qui s'appelle sa table de caractères, sans même savoir que le groupe existait. Et sans savoir qu'il n'y en a qu'un seul. Donc dans Gris et Fischer, il y a deux travaux qui consistent à dire que finalement on a un groupe qui a telle et telle propriété, dont on savait une quantité de choses phénoménales, et bien il y en a un et il n'y en a qu'un seul. Donc c'est 26 groupes, et normalement, si tout va bien, il y a ce théorème-là, et il y a une centaine de mathématiciens, des milliers de pages, enfin des centaines d'articles et des dizaines de milliers de pages qui concourent à la preuve, enfin, à donner sens à tout ça et à prouver que c'est vrai. Évidemment, sur 10 000 pages, vous pouvez faire des erreurs. Enfin, vous peut-être pas, mais moi oui. Et eux, ils en ont fait. Par exemple, ils ont découvert vers 1979 qu'ils avaient négligé le cas des groupes quasi minces, ou un truc comme ça.
Et ça leur a coûté 1000 pages et 15 ans. donc c'est vraiment un truc compliqué. Et au tel point que cette classification des groupes, finis simples, tout le monde n'a pas très envie de l'utiliser pour démontrer quelque chose, parce qu'on ne peut pas vérifier. Enfin, on peut pas. C'est quand même un boulot énorme de vérifier ça. Malgré tout, elle est très utile dans certains cas. Par exemple, vers 94, je ne suis pas très bon pour les congruences mode 4, mais autour de 94, Efim Zelmanov a eu la médaille Fields pour quelque chose qui s'appelle le problème de Bernstein restreint, et qui est un truc sur les groupes finis, dont tout élément est d'ordre fini, et puis des hypothèses supplémentaires. Et sous les hypothèses supplémentaires, ces groupes-là étaient automatiquement finis, et la preuve de Zelmanov utilise la classification des groupes finis simples. Ça ne veut pas dire que s'il y a une faute, on enlèvera la médaille Fields à Zelmanov. Je pense que c'est trop tard. S'il y a une faute, on espère que soit la faute fait que le théorème reste juste, soit la faute fait que le théorème est faux et qu'il y a des nouveaux groupes cycliques d'ordre premier, ça c'est peu probable. Des nouveaux groupes alternés, c'est peu probable aussi. Des nouveaux groupes qui viennent de la géométrie, ça serait très marrant, mais ça serait carrément improbable, alors que là c'est pas possible. Et puis peut-être qu'il y a des 27e, 28e, 29e groupes sporadiques. Ben, on l'aura découvert au passage et ça sera tant mieux, quoi. Voilà. Donc, alors, ce théorème-là, je pense que c'est une hydre en mathématiques et c'est aussi une hydre en vérification automatique de preuves, parce que si quelqu'un faisait ça changerait un peu le paysage, mais c'est un boulot, c'est un boulot délirant et on n'en est pas là. Et en fait, si vous avez eu un cours sur les groupes finis, et je crois que vous avez eu un cours sur les groupes finis, enfin tous, parce que dans le programme universitaire standard, on apprend aux gens ce que c'est qu'un groupe et la théorie des groupes, eh bien, on apprend au moins que les groupes qui sont au tableau sont simples. Alors les Z sur PZ, ça va. AN, pour moi, c'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des preuves dans la littérature, je vais essayer de vous en dire quelques mots, mais je trouve que c'est compliqué. Et SLN de F, en général, c'est fait aussi, et c'est plus géométrique peut-être, et donc peut-être plus plaisant. Je vous ai dit au début que j'étais géomètre, je ne vous ai pas dit que je n'aimais pas la théorie des groupes. Maintenant, vous savez tout. Donc, oui. C'est PSLN qui est ça. Oui, oui. Mais c'est pareil, j'ai dit vient de la géométrie, donc c'est PSLN. Mais de toute façon, je n'ai pas dit ce que c'était que SLN. Donc, voilà, non, ils viennent donc ces groupes-là, si on regarde dans le détail ceux qui sont simples, c'est vraiment subtil. Il y a plein de choses qui empêchent un groupe d'être simple, comme avoir un centre non trivial ou de ne pas être engendré par ses commutateurs. Et donc, c'est jamais le groupe qu'on a envie de regarder. Là, le groupe qu'on voudrait regarder, c'est GLN de F, d'une certaine manière. Le groupe. Et puis, il y a plein d'obstructions à ce que celui-là soit simple, mais le passage de GLN à PSL, c'est considéré comme un truc automatique. Pour les groupes orthogonaux, c'est plus compliqué ce qui se passe, au sens où le groupe des commutateurs d'un groupe orthogonal, c'est bizarre. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, merci Gaëtan. Mais je vous avais dit que je n'aimais pas la théorie des groupes. J'étais pas très bon non plus. Donc ce que j'avais décidé de faire en novembre 2020, c'était de formaliser justement la preuve que le groupe AN est simple. Parce que je ne l'avais jamais comprise, cette preuve, et je m'étais dit, c'est le moment. Pourtant, je l'ai enseignée 3-4 fois, je crois. Mais c'est une preuve qui a plus... Enfin, c'est pas une preuve, en fait, il y en a plusieurs preuves. Donc d'abord, où est-ce qu'elle est enseignée dans les cursus? Elle est parfois enseignée dans un exercice de cours de théorie des groupes. Je ne sais pas si tu l'as fait. Je ne sais pas si tu le fais. Tu le fais en classe, voilà. Donc parfois, dans un cours de théorie des groupes, c'est fait. Et il y a plusieurs façons de le faire. C'est aussi, si on regarde les livres de cours d'algèbre, par exemple le Jacobson de Algebra, c'est fait dans le chapitre sur la théorie de Galois. Puisque Galois vous dit, si le groupe est résoluble, alors l'équation est résoluble par radicaux, sinon non. Lorsqu'on veut, dans un cours de théorie de Galois, répondre à la question est-ce qu'une équation de degré 5 générale est résoluble par radicaux, et qu'on veut répondre que non, qu'il y a un théorème d'Abel, 1824, si on veut le faire par la méthode de Galois, il faut démontrer que le groupe d'une équation de degré 5 générale n'est pas résoluble. Ce groupe, c'est S5, disons, et S5 n'est pas résoluble. Alors, une façon de faire, c'est de dire que c'est ce groupe distingué, le plus grand possible, ça va être A5, enfin, oui, A5, et puis A5 lui-même est simple, donc il ne peut pas avoir de sous-groupe distingué plus petit, et ça, comme il n'est pas commutatif, A5, ça résout le problème.
Sauf que en faisant ça, on sabote un peu l'histoire. Il s'agit de démontrer que S5 n'est pas résoluble, et ça c'est très facile. Beaucoup plus facile que savoir que A5 est simple. Donc les bouquins, c'est assez marrant, à cet endroit-là, ils font une page pour démontrer que A5 est simple, qui est un peu hors sujet. Et puis si on regarde la preuve, ça c'est une question de didactique, c'est à quoi doit ressembler une preuve qu'on écrit dans un texte que d'autres vont lire. Et j'ai regardé la plupart des preuves, je me demande qui comprend ces preuves. C'est-à-dire qu'on lit, on sait parfaitement convaincant parce qu'on a appris que quand on vous disait quelque chose fort avec une grosse voix, vous disiez tout va bien, mais... non, et je sais jouer à ce jeu-là aussi, de parler fort avec une grosse voix. Mais en pratique, est-ce qu'on a vraiment donné les arguments et le nombre de trucs du genre prenons un élément G de la forme A, B, C, point de suspension, D, E, alors un commutateur AG, H-1 va s'écrire blablabla, et on écrit des choses qui font sens, mais où c'est au lecteur de deviner le sens des points de suspension, etc. Surtout que là, il en faut. Hein. Et si tu as fait comme ça, Gaëtan, je suis désolé pour toi d'être... Mais en tout cas, quand on parle à un ordinateur, on ne lui dit pas ça, on ne peut pas lui dire ça. Et on ne peut pas compter sur... Enfin, on ne peut pas compter... Aujourd'hui, en tout cas, dans l'état actuel de la technique, on ne peut pas compter sur l'ordinateur pour comprendre les choses qu'on n'a pas envie de dire. Et puis, vous allez démontrer des thèses, enfin, vous allez écrire des thèses un jour, et parfois, on peut compter sur son rapporteur pour comprendre ce qu'on ne comprend pas bien à notre place, ou son directeur de thèse, mais l'ordinateur, vraiment, il ne peut pas. Donc, on est obligé de comprendre, et là, ça fait une preuve. Donc, c'est des preuves qui sont pas si faciles que ça à écrire, et je vais dire pas si facile que ça, mais en fait, j'y suis arrivé, donc j'ai réussi à le faire. Mais ce n'était pas comme ça que je voulais le faire, je voulais une preuve géométrique, parce que j'ai l'impression que quand il y a la géométrie, c'est plus facile. Et c'est là où le résumé dit clairement les choses, c'est que cette preuve géométrique, elle m'a occupé en 2021 et jusqu'à novembre 2020, jusqu'à tout 2021 et tout 2022. Alors je fais pas que ça dans la vie hein, non plus, mais j'ai quand même passé beaucoup d'heures. J'ai aussi des cours à faire et d'autres trucs à écrire, mais voilà. Donc je voulais une preuve géométrique, et cette preuve géométrique, le modèle, c'était justement celui de la géométrie. Donc ça, oui, donc ça c'est un type de truc. Il y avait, avant de donner le troisième modèle, et il y a un autre type de preuves qui sont numériques, qui marchent bien pour A5 et qui sont très jolies en fait, qui consistent à regarder, à dire que si vous avez un groupe distingué, dès qu'il contient un élément, il contient toute sa classe de conjugaison, à cause de la formule qui est là-haut. Et que les classes de conjugaison dans A5, on est censé bien les connaître. En fait, il y en a une qui est subtile, mais dans la façon dont c'est écrit dans les livres, cette subtilité est passée sous silence, et nulle part il est démontré qu'il y a deux classes d'éléments d'ordre, deux classes de 5 cycles. Ça, c'est assez compliqué de trouver une référence. Mais enfin, en tout cas, on vous dit les trucs. Alors, comme ça, vous avez des classes de conjugaison, et puis le groupe doit être réunion de classes de conjugaison, et l'ordre du sous-groupe, enfin le sous-groupe, et le sous-groupe, d'après le théorème de Lagrange, son cardinal divise le cardinal du groupe. Donc vous devez trouver un diviseur de 60 qui est somme d'un certain nombre d'entiers explicites. Puis vous essayez à la main toutes les combinaisons possibles, vous n'en trouvez pas et c'est fini. Enfin, vous n'en trouvez que les triviales et ça vous donne la preuve du théorème. C'est une démonstration où vous serez d'accord qu'elle démontre le théorème, mais elle n'explique pas ce qui se passe. Et donc la preuve géométrique, ce que j'espère, c'est qu'elle va expliquer ce qui se passe. Malgré tout, cette preuve-là, il faut avoir du respect pour elle parce que essentiellement, elle est due à Jordan, dans un livre de 1870 qui s'appelle Traité des substitutions et des équations algébriques, qui est un très très beau livre pour l'histoire des maths. Il faut penser que vers 1830, quand Galois définit ou introduit la notion de groupe au hasard dans son étude des équations polynomiales, les groupes apparaissent juste comme des groupes de permutation des racines d'une équation, donc des groupes très concrets. Et puis, en 1854, Cayley énonce ce que c'est qu'un groupe en général, ou invente ce que c'est qu'un groupe en général. Il oublie l'élément neutre d'ailleurs, sauf erreur. Enfin, c'est pas très clair. Mais en tout cas, la notion arrive là. Et puis, 1870, Jordan veut prendre toutes ces choses-là qui viennent ou de la théorie des équations algébriques ou de la naissance de la théorie des groupes, et il dit explicitement les constituer en corps de doctrine. Donc, la naissance de la théorie des groupes, on peut dire que c'est ce livre de Jordan, qui est un livre de 700 pages à peu près,
dont les 2 premiers chapitres ont une place assez claire et pourraient vous parler. Les chapitres suivants sont un peu plus ignorés dans la littérature. Le premier chapitre, c'est vraiment l'étude du groupe de permutation, et avec une preuve que le groupe alterné est simple, le groupe AN est simple, si n est plus grand que 5. Une preuve qui me semble fausse, malheureusement. Et c'est bien dommage, parce que cette preuve, si elle était juste, elle est plus belle. Mais la preuve qui est faite, par exemple, en prenant un élément qui bouge, un élément non trivial du sous-groupe qui bouge le moins possible d'éléments, c'est plus ou moins celle que Jordan fait. Et puis la deuxième partie, le deuxième chapitre du livre de Jordan, c'est l'étude des équations algébriques et la théorie de Galois. Et après, dans tout le reste du livre, il s'intéresse à ce qui l'intéressait lui à ce moment-là. C'est, on prend un sous-groupe du groupe symétrique sur n lettres, et on suppose qu'il agit beaucoup, avec différentes notions, de transitivité, de transitivité, plus. Et puis, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et donc, c'est vraiment l'étude des sous-groupes de permutation qui naît là, et qui l'occupe beaucoup. Et qui reviendra, probablement pas, elle n'aura pas le temps de revenir. Donc, le but du jeu, c'était d'avoir une preuve géométrique. Et la preuve géométrique, elle est fondée sur un critère, Iwasawa, démontré en 1941, pour démontrer que PSLNF était simple si F est un corps quelconque, sauf le cas que j'existe, même pas forcément un corps fini. Donc, avant 1941, on savait que ces corps-là, pour F fini, étaient simples, et les autres, on ne savait pas. Et Iwasawa fait la chose suivante. Alors, il ne fait pas ça parce que Iwasawa, il regarde exclusivement le cas particulier de PSLNF, et il dit dans une note de bas de page que ça marche aussi pour le groupe symplectique, et il ne prend pas la peine d'écrire ça, mais disons qu'on va prendre un groupe G qui agit sur un ensemble X. On va se donner, je vais écrire une hypothèse un peu plus tard, pour X dans grand X, on va se donner un sous-groupe AX que je vais supposer commutatif. Je vais supposer que... alors, une chose, et c'est ce qui fait que cette preuve est géométrique, c'est que si on prend le groupe associé à Gx, c'est le conjugué du groupe AX par G. Et on suppose aussi que les AX pour X dans X engendrent le groupe G. Et il y a une hypothèse que je n'ai pas encore écrite, mais je vais écrire. Les hypothèses, c'est juste là pour faire marcher les théorèmes, donc je peux la mettre après. Alors, tout sous-groupe distingué de G qui agit non trivialement sur X contient le groupe dérivé, le groupe engendré par les commutateurs, G'. Alors ça, c'est pas vrai tel quel, il y a des points de suspension ici qui doivent bien l'hypothèse, et les points de suspension, on peut en mettre plusieurs. J'aimerais bien avoir une craie de couleur, elles sont là. L'hypothèse que donne Iwasawa, c'est que l'action est deux transitive. Ça signifie que si on se donne x différent de y et x' différent de y', il existe G tel que Gx égale x' et Gy égale y'. Et en fait, il y a une notion un peu plus faible. Enfin, il y a deux notions plus faibles qui interviennent, que je vais écrire à gauche. En fait, là, dans le théorème de... Non, je vais le dire là. Dans le critère d'Iwasawa, le fait que cette action
soit 2 transitives, ça arrive par le fait que si n agit non trivialement, alors n agit transitivement. En fait, ce que démontre Iwasawa, c'est tout sous-groupe qui agit transitivement contient le groupe des tout sous-groupe distingué qui agit transitivement contient le groupe des commutateurs. Et le fait que l'action soit 2 transitive entraîne que ça c'est automatique. Et il y a une hypothèse un peu plus faible qui est une notion d'action primitive. Mais je dirai un peu plus tard ce que ça vient, qui est une hypothèse plus faible que 2 transitives et plus forte que le fait que les sous-groupes distingués agissent transitivement. Mais malgré tout, en un certain sens, c'est une meilleure hypothèse. Alors imaginons, ou prenons ce théorème et imaginez que vous voulez démontrer que le groupe AN est simple. Alors je vais d'abord commencer par le groupe A5. Parce que le groupe A5, je sais sur quoi le faire opérer. Et vous aussi. Et on le fait opérer sur 1, 2, 3, 4, 5. Si je prends un entier x entre 1 et 5, il faut un sous-groupe AX, et vous me pardonnerez que AX n'est pas AN. Et ce sous-groupe AX, je vais le prendre comment? Je vais dire que c'est le groupe d'ordre 4, c'est le groupe de Klein, dans le fixateur de X. Si je décide que je fixe 5, je peux prendre tous les produits de transposition, tous les produits de transposition à support disjoint, donc 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 4, 2, 3, et puis l'identité, ça fait un sous-groupe d'ordre 4, Z sur 2 croisé sur 2, et il est bien défini, et vous avez appris que les 3 cycles engendraient le groupe alterné, mais les doubles transpositions l'engendrent tout autant, et donc vous avez cette hypothèse-là, parce que ça se voit, si j'ose dire. À l'ordinateur, il faut lui démontrer, et c'était bizarrement difficile. Il faut démontrer ça, et ça c'est facile. Et donc vous en déduisez que tout sous-groupe distingué... Ah oui, et A5, est-ce que l'action de A5... Enfin, pardon, on en déduit avec... je vérifie l'hypothèse après. Tout sous-groupe distingué de A5 qui agit non trivialement, mais ça c'est donc non trivial, différent de l'identité, contient les commutateurs, contient le groupe dérivé. Mais le groupe dérivé de A5, c'est A5. Par le même argument qui dit que A5 n'est pas résoluble. Et donc ça, c'est gagné. Parce que ça dit que A5 est simple, à condition d'avoir vérifié l'hypothèse qui est là. Et pour l'hypothèse rouge, que A5 est 2 transitifs, en fait A5 est 3 transitifs, de manière générale AN est n-2 transitifs sur 1 jusqu'à n, parce que vous prenez des éléments x1, xn-2, et vous voulez les envoyer sur des éléments yn, yn-2, vous complétez vos n-2 éléments en rajoutant les 2 derniers qui manquent, dans l'ordre que vous voulez, pour les x et puis pour les y. Vous prenez la seule permutation qui passe de l'un à l'autre, et vous avez une chance sur 2, soit elle est paire, et c'est gagné, soit elle est impaire, et vous composez avec ce qui transpose les 2 derniers y, et c'est gagné encore. Donc en fait, A5, il est 3 transitifs, donc 2 transitifs, et donc A5 est simple comme ça, avec une démonstration que je comprends, parce que je comprends aussi la démonstration qui est là-bas, dans laquelle je n'ai pas besoin d'écrire d'éléments. Non, il vaut mieux que je vous dise autre chose que démontrer. Donc maintenant, comment on démontre que AN est simple? Par cette méthode, et pourquoi c'est dur? Enfin, peut-être que si j'avais su plus de théorie des groupes, ça n'aurait pas été dur, mais pour moi c'était dur. Donc AN est simple. Il faut décider de le faire agir sur quelque chose, et on
on va pas le faire agir sur l'ensemble 1 jusqu'à n, parce qu'à ce moment-là, je ne saurais pas à l'intérieur de... Je ne saurais pas quel groupe abélien fabriquer. Par contre, il y a des groupes abéliens que je comprends très bien dans le groupe alterné. C'est les groupes engendrés par un 3 cycles. Parce que cela, c'est Z sur 3 et ils sont très bien. Et donc, je vais faire agir sur les 3 cycles. Enfin, sur les 3 cycles, sur les parties à 3 éléments. Donc, on fait agir action sur l'ensemble des, je sais pas quoi, P3 de les parties à 3 éléments. Si j'ai une partie à 3 éléments, si j'ai un triangle, donc un T dans un N, le sous-groupe que je vais appeler AT, c'est le sous-groupe d'ordre 3 supporté par T. Donc si T c'est ABC, ça va être le sous-groupe avec l'identité, le 3 cycle ABC et son carré, le 3 cycle ACB. La définition qui est ici vous dit que les AGX égale G, les GT égale GAT, G-1. Et le fait que G soit engendré par les AT, c'est exactement le fait que AN est engendré par les 3 cycles. Donc tout sous-groupe distingué de AN, qui agit non trivialement, contient les commutateurs, et les commutateurs c'est AN. Donc AN est simple en fait. Sauf qu'il faut vérifier l'hypothèse rouge. Donc modulo l'hypothèse rouge. Et c'est là que l'histoire est devenue vraiment dure pour moi et vraiment marrante pour les autres. Parce que comment on démontre que l'hypothèse rouge est vraie, sachant qu'elle est fausse? Parce que l'action n'est pas 2 transitive. Elle est fausse, c'est peut-être qu'il est écrit là. Elle n'est pas 2 transitive, et ça c'est important de comprendre pourquoi. Vous prenez un triangle, enfin T, vous prenez 3 points T et 3 points T', et vous voulez, puis donc T et T', puis vous prenez un autre triangle U et puis U', et vous voulez envoyer T sur U et T' sur U'. Le problème, c'est qu'on les fait agir par le même, on les translate par le même élément. Donc il y a quelque chose qui reste constant dans la translation, c'est le cardinal de T inter U. Si mes deux triplets avaient des éléments en commun, leurs images vont avoir des éléments en commun. Et donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc l'action n'est pas 2 transitive. Mais elle est, et le temps va être court pour vous dire ce que c'est, parce que c'est pareil, j'ai une autre histoire plus marrante à vous raconter. Mais elle est primitive, donc je ne vais pas vous faire un cours sur les actions primitives. Et le fait qu'elle soit primitive, ça se traduit par le fait que, d'une part, elle est transitive, d'une part, c'est-à-dire que si je prends 3 points et 3 autres points, je peux fabriquer un élément du groupe alterné qui envoie les 3 points sur les 3 autres. Et d'autre part, le stabilisateur d'un triplet est un sous-groupe maximal de AN. Donc le stabilisateur d'un triplet, c'est les G dans AN tel que GT égale T. Et ce sous-groupe-là, si vous écrivez T comme 1, 2, 3, disons, à quelle condition GT égale T, ça veut dire que G appartient à quoi? D'une part, il faut qu'il appartienne au groupe de la forme S3 prend Sn-3, où le S3 agit que sur les 3 premiers, et le Sn-3 que sur les N-3 derniers. Et puis, il faut qu'il soit dans N. Donc c'est ça le stabilisateur de... Et donc il faut savoir que ce sous-groupe est un sous-groupe maximal. Dans ce cas-là, quand on est un mathématicien paresseux comme moi, on prend un moteur de recherche, et puis on tape Maximal Subgroups AN. Et là, la lumière apparaît, c'est qu'on apprend qu'il y a un théorème de Honan et Scott,
En fait, c'est deux théorèmes au sens où indépendamment, Onan et Scott ont fait ça. Onan et Scott ont classifié les sous-groupes maximaux de AN et SN. Donc là, il y a un théorème explicite qui vous dit si tant pis, si G est un sous-groupe maximal de AN ou SN, enfin, ils font les deux théorèmes, alors G est dans la liste. Et la première liste, le premier de la liste, c'est G égale AK croix AN moins K, SK croix SN moins K, et puis éventuellement intersecter AN avec K différents, enfin 2 K différents de N. Le deuxième cas, c'est des cas où K égale N, et puis il y a d'autres cas comme ça. Alors là, j'étais ravi, sauf que le théorème ne dit pas ce qu'on veut. Il ne vous dit pas que ces groupes sont simples, que ces groupes sont maximaux. Et donc, par chance, il y a un article de Liebeck, Praeger et Saxel en 1984 de mémoire, qui vous dit que tous les groupes de la liste sont simples, sont maximaux, excusez-moi, à l'exception de 6 ou 7 tables très longues et très marrantes. Donc les groupes, là j'ai mis 3, mais je devrais en mettre beaucoup plus. Il y a, les deuxièmes groupes qui arrivent ici, c'est des produits en couronne, et ils arrivent et ils sont importants. C'est-à-dire que si n est égal à 2k, par exemple si n est égal à 6, vous avez ce S3 croix Sn-3 là, S3 croix S3. Et c'est pas vrai que S3 croix S3 est un sous-groupe maximal de S6. Parce que vous pouvez faire un sous-groupe qui est 2 fois plus gros, qui va ou bien préserver ces 3 morceaux, ou bien ces 2 morceaux, ou bien les échanger. Donc prenez la réunion de ça, puis vous saurez faire. Donc ce groupe est d'indice 2 dans celui-là, et c'est le groupe 2 fois plus gros qui est maximal. Et donc de manière générale, là il y a des produits en couronne qui sont ici. Et le troisième exemple, il est très joli parce que c'est lorsque n est premier. N est premier, Galois avait regardé des groupes agissant sur P lettres, parce qu'il s'intéressait aux équations polynomiales d'ordre premier, et il a démontré à quelles conditions une équation polynomiale d'ordre premier était résoluble par radicaux, et il arrive à dire qu'il dit qu'il faut que n'importe quelle des racines s'exprime en fonction de 2 d'entre elles. Et ça vient du fait que, dans ce cas-là, à l'intérieur du groupe des permutations de Z sur PZ, qu'on voit comme le corps à P éléments, disons, eh bien, il y a un groupe affine, qui sont les permutations de la forme X d'un X plus B. Et ce groupe affine, il est tel que dès que vous fixez 2 éléments, vous fixez tout. Et donc ce groupe est très important là, pour la théorie de Galois au sens propre. Un théorème dont Galois était extrêmement fier. Voilà, donc la morale, c'est qu'il faut savoir ça, et savoir ça, c'est difficile. Et à ce moment-là, j'ai fait la chose suivante, j'ai écrit à des gens, vous avez une idée comment on fait, et là j'ai eu des réponses de plein de façons, parce que je savais prouver facilement, enfin ça c'était dans mes cordes, de prouver que la variante pour Sn prouvait que ce sous-groupe-là était maximal, j'arrivais à faire ce qu'il faut avec les points de suspension, etc. Mais pour AN, j'étais mal à l'aise, donc j'ai un copain qui m'a aidé, on a fait le Kn égale 7, enfin, il l'a fait en 1 heure. À un moment, j'ai écrit, mais vous avez une idée pourquoi c'est vrai? Quelqu'un m'a répondu, non, j'en ai pas, et de toute façon, vous saurez faire. Alors que c'était plus ou moins un exo dans son livre. Hein, donc, et puis après, j'ai fini par écrire à Liebeck, et il m'a dit, en fait, c'est très simple. Et puis, il m'a écrit un mail de 4 lignes, qui m'a pris une journée à déchiffrer. Mais c'est très joli, parce que ça se termine comment? Donc, les 4 lignes, tout est assez facile. Tout est assez facile une fois qu'on comprend ce qu'un collègue vous dit dans un mail rapidement. Et typiquement, lorsqu'il faut vérifier que ce groupe-là est maximal, donc j'écris S3 croix Sn-3
inter AN. Alors vous voulez montrer qu'il est maximal, donc vous supposez qu'il est strictement contenu dans un groupe G qui est dans AN. Et par des raisonnements raisonnables, G agit de façon primitive. Comme je ne vous ai pas dit vraiment ce que voulait dire primitif, je ne vais pas insister, mais vous voyez déjà que ce sous-groupe qui est un peu plus gros, il agit transitivement. Parce que comme il est plus gros que le facteur de gauche, il y a bien des éléments du triplet de gauche qui sont envoyés quelque part à droite. Il faut bien que j'ai un élément de là, j'ai un élément ici qui prend un truc parmi 1, 2, 3 et l'envoie dans les éléments les plus grands. Et après, je peux jouer juste avec ces éléments-là pour l'envoyer où je veux dans les plus grands, et puis je peux jouer avec ces éléments-là pour l'envoyer où je veux dans les plus petits. Donc il agit de façon transitive, et puis quand on sait un peu d'action primitive, ce que ça veut dire, on arrive à prouver qu'il agit de façon primitive. Et le coup de grâce, qui est très cher, c'est un théorème de Jordan, toujours le même. Toujours le même Jordan, mais pas toujours le même théorème, qui dit qu'un sous-groupe primitif de AN qui contient un 3 cycles eh bien, contient AN, enfin est égal à AN. Bon, on va dire de SN, allez, contient. Donc ça, c'est 1872. Et ça fait le pont entre donc, ce que les spécialistes de théorie des groupes aiment bien savoir sur un groupe, qui est plus que de savoir qu'il est simple, vraiment de comprendre ses sous-groupes maximaux. Le théorème qui m'intéressait au début, c'est-à-dire que AN est simple. Et puis ces questions de Jordan, qui sont très anciennes et qui reviennent à dire que lorsqu'on a un sous-groupe de SN qui agit beaucoup, et donc là, sa notion c'est primitif, et puis qui contient des éléments d'un certain type, par exemple un 3 cycles, eh bien automatiquement il est très gros. Et pour montrer que ces questions sont un peu subtiles, si vous remplacez 3 par un nombre premier, c'est vrai. Si vous remplacez 3 par 4, c'est faux. Donc 4 n'est pas premier. Voilà, merci. Je pense qu'il est juste temps d'arrêter.